Bonaparte s'est lancé dans la campagne d'Égypte à la tête de 36 000 hommes et de 160 savants. Et c'est là l'originalité de l'expédition. L'un d'entre eux, De Villiers, à peine 18 ans, relate chaque jour son périple dans son journal. La bataille des pyramides, le désastre d'Aboukir, la création de l'Institut d'Égypte et la révolte du Caire, tous ces événements ont précipité le jeune homme dans cette aventure qui le dépasse, oubliant l'interminable traversée, l'eau noire et puante qu'il fallait boire, la chaleur, le désert, la soif et le harcèlement des cavaliers mamelouks. Malgré cet j'ai la chance de partir sur ses traces en Haute-Égypte. Dans la réserve de la bibliothèque de l'école des Ponts et Chaussées, je découvre des raretés, comme cet exemplaire de la description de l'Égypte, donné à l'école par De Villiers. Je retrouve ici beaucoup de documents des ingénieurs de l'expédition. Voilà justement le rapport de Girard, celui de Coutel sur la pyramide de Gizeh. Avant de partir moi-même en Égypte, je me plonge dans leurs manuscrits. De Villiers, comme certains de ses camarades, n'était pas seulement ingénieur. Il avait un sens esthétique. Il savait dessiner. Sa rencontre avec la civilisation égyptienne a été pour lui à la fois un choc et une révélation. Que nous dit-il dans son journal ? Partis du Caire sous une chaleur suffocante le 29 Ventose de l'an 7, nous avions pour mission de prendre sur la Haute-Égypte tous les renseignements que l'on pourrait recueillir. Le groupe des ingénieurs des Ponts et Chaussées, auquel j'appartenais désormais et que dirigeait l'ingénieur en chef Girard, avait pour but d'étudier le régime du Nil et le système d'irrigation de la Haute-Égypte. À partir de ces données sur l'eau, Villiers et Jollois peuvent calculer les surfaces productives, et donc les impôts. L'amitié entre ces deux jeunes gens naît sur le bateau au cours de ce voyage. Tout les rapproche, Polytechnique, le goût du dessin, l'intérêt pour les sciences, et surtout, la passion pour les monuments antiques. Comme leurs professeurs Monge et Berthollet, que certains prennent pour une même personne, Villiers et Jollois semblent n'avoir fait qu'un seul homme. 10 jours plus tard, nous débarquons enfin dans la ville d'Assiout. À peine arrivés, nous nous précipitons pour visiter une hypogée dans laquelle se trouvent des momies. Jollois n'en a encore jamais vu. Ça, c'est une histoire curieuse. On va momifier pratiquement tout ce qui vit. Pourquoi ? L'animal a quelque chose de gênant. Parce que l'animal est vivant, comme vous et moi. Mais on a un problème de communication. Il y a une sorte de trouble devant les animaux. Donc ils ont imaginé que certains groupes d'animaux pouvaient être le réceptacle d'une force du monde. J'apprends que l'illustre Denon est à Thèbes. Il n'a pris que des croquis et des vues sans lever aucun plan ni prendre aucune mesure. D'ailleurs, on dit qu'il va au monument comme les soldats à la bataille. Jollois et Villiers dessinaient également beaucoup. Cela faisait partie de leur mission ? Les polytechniciens, comme l'ensemble des corps d'ingénieurs, étaient d'abord au service de l'état-major. On connaissait bien l'Égypte par la géographie antique, mais on n'avait pas d'informations sur le pays réel qui soit assez fine pour guider l'armée dans sa conquête du pays. Alors ce travail de cartographie et de relevé, de géographie de l'Égypte, les polytechniciens vont le faire comme les autres ingénieurs. Mais Jollois ou Villiers du Terrage auront quelquefois des grosses difficultés avec leurs supérieurs hiérarchiques parce qu'ils passent plus de temps sur le temple de Dendara que sur le relevé des opérations de l'armée en campagne. La géographie sert aussi à faire la guerre. Mais à Dendera, les deux amis vont laisser la cartographie pour dessiner tout autre chose. À leurs risques et périls, Jollois et Villiers retrouvent chaque jour un batelier qui leur fait traverser le fleuve. Ils peuvent à tout moment se retrouver seuls face à l'ennemi, ce dont Villiers préfère s'amuser. Chaque fois, notre batelier pouvait être pour nous le passeur fatal. Mais nous n'avons jamais eu qu'à nous louer de sa fidélité.
La seule vue du temple en partie enfoui sous les sables nous faisait oublier tous les dangers. Il est bien difficile de décrire toutes les sensations que nous éprouvons devant ces figures colossales d'Isis. Il faut aussi dire que souvent Isis, Hathor, sur le même monument, ont la même coiffure, la fameuse coiffure hathorique. En réalité, pratiquement toutes les déesses aux époques tardives portent cela. Je dirais qu'Isis, c'est la femme au foyer qui élève ses enfants, etc. Et Hathor, ma foi, Hathor, elle n'est pas toujours très convenable. Cela dit, je ne veux pas du tout accuser les bonnes mœurs de cette déesse, mais c'est la femme, c'est l'érotisme, c'est le désir aussi. Passés les premiers émois, une chose me dérange. Un village de cahutes en terre domine le monument le plus magnifique de l'architecture égyptienne. Devant mon émerveillement et ma perplexité face au bas-relief du plafond, mon guide m'éclaira. Le soleil, Ré, illumine de ses rayons sa fille Hathor et le temple qui lui est consacré, tandis que Nout, la voûte céleste, mère de la déesse, abrite sous son corps déployé les figures du zodiaque. Dendera, le 12 germinal de l'an 7. Mon cher Ripo, notre voyage aurait été 1000 fois plus agréable sans Girard. Je vous le dénonce comme n'aimant pas les antiquités. Il est venu 4 heures à Dendera et en a dormi 3. Si vous ne nous envoyez pas de crayon à Thèbes, notre prochaine étape, nous ne pourrons rien vous montrer de notre voyage. Tous les nôtres sont usés. Parlez à Comté qui doit en avoir fait. Nous avons devant les yeux le zodiaque le plus extraordinaire qui soit. Le fameux zodiaque circulaire se trouve sur la terrasse, dans une petite chapelle dont l'accès est limité. Jollois et De Villiers n'ont pas été les premiers à le voir, mais ils l'ont dessiné avec le plus de patience. D'ailleurs, ils remarquent avec un peu de malice que leur prédécesseur Denon, qui est passé en courant, s'est un peu trompé, comme ils disent. Tandis que nous, on a tendu des ficelles au plafond, on est resté sur le dos à dessiner à l'heure des chandelles pendant des heures et des heures, mais nous, on a bien travaillé. Notre zodiaque, il est exact. Ces sortes de châles s'appellent des mélayés. Villiers en parle dans son journal comme l'un des vêtements les plus nécessaires aux habitants d'Égypte. C'est en même temps leur lit, leur manteau et leur tente. La vallée du Nil s'est petit à petit exaucée, car chaque année, la crue a apporté sa couche de limon. Résultat, les temples sont situés, comme ici à Esna, au-dessous du niveau des maisons. Thèbes, le 2 floréal de l'an 7. J'ai reçu, mon cher Ripo, votre missive, et sur le champ, j'ai fait usage des crayons que vous m'avez envoyés. Je vous en remercie infiniment. Nous en étions réduits à faire des crayons avec des balles de plomb que nous fondions et coulions dans des roseaux. Thèbes renferme à elle seule plus de monuments que le reste de l'Égypte. Malheureusement, l'ingénieur en chef Girard commande notre voyage. Il n'aime pas la jeunesse. Ajoutez à cela que je souffre d'ophtalmie. Enfin, nous repartons demain pour Edfou, mais soyez-en assurés, nous reviendrons. Ce que les Français appellent l'ophtalmie à l'époque, qui recouvre en fait plusieurs maladies des yeux. Et ça, c'est une maladie qui n'a quasiment épargné personne. Et Villiers raconte comment il est obligé de monter à cheval et de naviguer à l'aveugle. Et évidemment, il est arrivé que Villiers tombe quelque part entre Assiout et Thèbes. Le chimiste Berthollet et quelques savants se sont rendus dans la région des lacs de natron. Le natron est un sel, une forme de soude utilisée autrefois par les embaumeurs. Berthollet étudie la formation de ce natron. En parcourant ces lacs alors asséchés, il découvre stupéfait que cette réaction chimique marche à l'envers. Et ce, à cause de la chaleur et de l'humidité. D'où le caractère déterminant du milieu lors d'une réaction chimique. Sur place,
les Français en ont profité pour visiter les monastères coptes, où s'étaient retirés les chrétiens d'Égypte depuis le IVe siècle. Redouté, qui aimait dessiner, a dû se faire plaisir. L'ordonnance du général Dezay nous apprend ce matin que Bonaparte, que certains appellent maintenant Dieu, se dirige vers la Syrie pour contrer les Ottomans qui concentrent des forces en Palestine. Comment la campagne s'est déroulée? Très mal. C'est une suite de paris complètement audacieux ou complètement fous. Bonaparte prend successivement les villes d'El Arish, Gaza, Jaffa, jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, où s'est concentrées les principales forces avec le maître de la région, Ahmad Pacha al-Jazzar, le boucher, parce que c'était un homme très gentil et très tendre. Jusqu'à l'arrivée de l'armée française devant Saint-Jean-d'Acre le 29 Ventose, la campagne avait été des plus glorieuses, en tout cas d'après ce que l'on m'a dit. Sans l'artillerie lourde qui devait arriver par bateau, Bonaparte entama le siège. Par malheur, la flotte anglaise s'empara de ces armes que nous attendions. L'arrivée des renforts ottomans obligea ensuite Bonaparte à envoyer des troupes en Galilée. Le général Junot, avec un carré de 300 fantassins et une centaine de cavaliers, résista à Nazareth à près de 2000 Mamelouks. Arrivé en renfort, Kléber se joignit à Junot. Ensemble, ils attaquèrent les Turcs sur les hauteurs du mont Tabor. 30 000 hommes attendaient les 3 000 Français. Soudain, nos uniformes apparurent sur une colline. Contre toute attente, Bonaparte était là, alors qu'on le croyait à 30 lieues. Il ordonna à ses 3 colonnes de former des carrés, tandis que Kléber reformait les siens. Pris entre deux feux, le 27 Germinal, l'armée du Pacha reflua précipitamment, perdant des milliers d'hommes, son artillerie et tous ses drapeaux. Puis Bonaparte revient devant Acre, puisque la question du siège est absolument essentielle. Et là, il va s'obstiner stupidement à lancer assaut après assaut sur Acre, avec des pertes de plus en plus lourdes dans l'armée française. Il est vrai que la place avait reçu un renfort de 2000 hommes et que c'était Sidney Smith qui dirigeait la défense et ses soldats qui pointaient les pièces. Pour secourir les blessés qui lui arrivaient sans cesse, Larrey, le chirurgien en chef de l'armée d'Orient, installa des paniers de son invention sur des dromadaires afin d'évacuer les malheureux. Beaucoup d'officiers furent tués. À Saint-Jean-d'Acre, les servants perdirent leur chef, le général Caffarelli, dont il était le plus dévoué protecteur. Le 1er prairial, Bonaparte leva le siège. Quand Bonaparte comprend que l'affaire est terminée, c'est une retraite qui se passe un petit peu mieux que la retraite de Russie, mais c'est pas très glorieux quand même. Les tableaux historiques ne sont pas l'histoire. Un tableau, c'est un discours sur l'histoire, donc une interprétation. Et ça se voit dans le cas de l'expédition de Bonaparte. En regardant cette peinture officielle, on ne se doute pas que Bonaparte donnera l'ordre d'achever les malades à l'opium pour éviter qu'ils tombent aux mains des Anglais. À son retour de Syrie, Bonaparte ne voulut rien laisser paraître de son échec. Le 24 prairial, il fit son entrée au Caire en grande pompe par la porte des Victoires et déclara que pas 2 pierres de Saint-Jean-d'Acre n'étaient encore l'une sur l'autre. Dans la foule, un carnet de croquis sous le bras, se tenait Dutertre. Dutertre est un excellent dessinateur, c'est un bon portraitiste. Il pratique surtout des portraits des membres de la Commission des Arts et des Sciences ou alors des membres de l'état-major. Et une anecdote célèbre veut que lorsqu'on lui annonçait la mort de quelqu'un, il disait « Oh, celui-là, ce n'est pas grave, j'avais déjà fait son portrait ». Après la défaite en Syrie, la découverte de la pierre de Rosette au fort Julien redonne quelque espoir aux Français et ravive l'intérêt des savants. À l'occasion des travaux de renforcement des fortifications, toujours visibles aujourd'hui, le lieutenant Bouchard, encore un X, la découvre dans ce vieux fort arabe. La fameuse pierre de Rosette est découverte tout à fait par hasard. Elle est découverte en juillet 1799, un an après le début de l'expédition.
Visiblement, cette stèle, qui fait à peu près 1 mètre de haut, provient d'un temple de l'Égypte ancienne. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle comporte 3 bandes d'écriture, un même texte, grec, et puis 2 écritures égyptiennes, hiéroglyphes et démotiques. Immédiatement, on saisit qu'on se trouve devant un trésor qui va peut-être permettre de déchiffrer les hiéroglyphes. Ces hiéroglyphes que plus personne au monde ne sait lire depuis le IVe siècle. Même si la pierre de Rosette demeure pour beaucoup la clé du déchiffrement des hiéroglyphes, le terme est un peu exagéré, car Champollion s'est aussi servi d'autres textes. La germe qui nous amène à Edfou essuie des coups de feu en provenance de la rive. Une balle siffle à mes oreilles. Tandis que nous ripostons, un des marins est touché à l'épaule. Ce n'est qu'une escarmouche. 2 heures plus tard, nous dessinons le pylône du temple d'Horus. Selon la légende, les dieux Isis et Osiris régnaient sur l'Égypte. Leur frère Seth tua et dépeça Osiris par jalousie. La déesse Isis retrouva chaque partie du corps d'Osiris et lui redonna corps en le momifiant. Elle prit alors la forme d'un faucon femelle et se fit féconder par Osiris. C'est ainsi que naquit le petit Horus, le dieu à tête de faucon, qui s'incarne dans chaque pharaon. On ne va pas dans un temple pour prier Dieu. Dans un temple, Dieu habite. Donc quand on dit temple, quand on dit prêtre, quand on dit Dieu, les mots ne sont pas les mêmes. Et les prêtres donnent un service domestique, au sens vraiment le plus matériel du terme, aux dieux, en échange de quoi les dieux maintiennent l'ordre du monde qui, tous les jours, est remis en question quand le soleil meurt, parce que rien ne dit qu'il renaîtra le lendemain. L'Égypte, obsédée par l'éternité, a fini par l'atteindre en réalité. Depuis des siècles, le sable envahit inexorablement les temples de ce pays qui nous fascine. Avec Jolois, nous nous prenons à rêver. Certes, il doit y avoir des trésors enfouis sous ces tonnes de sable, mais le plus précieux serait de trouver la clé des hiéroglyphes. Le 25 Messidor, nous arrivons à Assouan. Avec Jolois, nous longeons en bateau l'île éléphantine. Le général Dezay s'est arrêté ici avec ses soldats pour prendre quelques repos avant de se lancer au-delà de la première cataracte du Nil à la poursuite de Mourad Bey et de ses hordes de Mamelouks. C'est de l'autre côté de l'île que 2 grenadiers ont été chercher de l'eau l'autre soir. Des crocodiles se tenaient en embuscade. Et avant que nous ayons pu intervenir, ils avaient englouti les hommes comme nous avalons une date. Une carrière de granit se trouve sur la colline. Pour l'exploiter, les Égyptiens faisaient de petites entailles, puis enfonçaient des morceaux de bois qu'ils arrosaient d'eau. En gonflant, le bois faisait éclater la pierre. C'est ici qu'a été taillé le plus vieux monument de Paris, 3500 ans. Notre capitale n'existait pas encore. Jolois et De Villiers ont essayé d'imaginer le temple égyptien type. On nous parle d'un temple qui est fait d'un pylône, d'une cour, d'une salle hypostyle et donc du naos qui est la salle où se trouve la statue divine. Les saules montent, les plafonds descendent. Bon, tout ceci n'est pas faux, bien évidemment. En tout cas, ce qui est intéressant, ils n'ont pas tort dans la mesure où le temple doit être un lieu obscur. En effet, il est basé sur l'idée que le Dieu ou la puissance divine peut être présente dans notre monde sensible. Mais elle ne peut être présente que dans une image qui est fabriquée chez les artisans, que magiquement on va faire support de la puissance divine. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'une image de ce genre-là, sinon la mettre dans un coffre-fort? Sous le premier pylône, le sculpteur Castex grave un hommage aux généraux de l'expédition. Point ultime de la campagne, Philae se trouve au fin fond de l'Égypte. Malgré le charme de l'île, Jolois et moi avons hâte de retrouver Thèbes. Qu'est-ce qui relie ingénieur et pharaon? Sans doute le gigantisme. Mais à Suez, Bonaparte pousse à la démesure. Il a cette mission d'ailleurs. Le directoire lui a fixé cet objectif inouï de changer la carte du monde.
c'est-à-dire de relier la mer Méditerranée à la mer Rouge par un canal dans le désert, un canal de 260 km de long, qui va permettre de réduire de moitié la route des Indes. On n'aura plus besoin de contourner l'Afrique pour aller aux Indes s'il y a un canal qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. C'est un projet qui est à la dimension, je dirais, de Bonaparte. Il part dans la région de Suez avec 300 hommes, et puis il confie à Jacques-Marie Lepère le soin d'étudier un canal. Alors Jacques-Marie Lepère travaille dans des conditions épouvantables, avec un matériel déficient, avec des attaques de bédouins. Avant de quitter Paris, j'ai retrouvé aux Ponts et Chaussées le rapport historique établi par Lepère. Lepère s'est trompé. Il sera persuadé que la mer Rouge est plus élevée que la Méditerranée d'une dizaine de mètres. Et que si on perce un canal, si on perce l'isthme de Suez, la mer Rouge va inonder l'Égypte. Alors il imagine un projet très compliqué de canal à écluse qui ne verra pas le jour. Et ce n'est que dans les années 1860 qu'un autre Français, Ferdinand de Lesseps, pourra enfin proposer et réaliser un canal beaucoup plus simple, sans écluse, puisque les deux mers, la mer Rouge et la Méditerranée, comme toutes les mers du monde, sont au même niveau. Nous sommes ici sur le canal de la Paix, à l'endroit précis où les eaux passent sous le canal de Suez. C'est l'un des grands projets nationaux égyptiens avec le doublement de la vallée du Nil. Ce projet consiste, lui, à irriguer la vallée du Sinaï avec les eaux du Nil. Le canal, qui est un canal de dérivation, va chercher les eaux au niveau de Damiette et les achemine jusqu'à Gaza. Le lendemain, j'arrive à Thèbes. C'est donc ici qu'habitèrent Jollois et Villiers. Alors oui, lorsqu'ils sont arrivés donc au mois d'août, parce que nous avons quand même une indication intéressante sur la date de leur arrivée à Luxor, et nous savons qu'ils ont séjourné sur la rive gauche à partir du 9 août. Du 9 août 1799, et là, ils vont chercher une petite maison qui n'était pas très loin du temple de Médinet Abou et du Birket Abou, ce qu'eux appelaient à l'époque l'hippodrome. Ce qu'ils ont pris pour un hippodrome était en fait le port de la résidence d'Amenophis III à Malkata. En tout cas, c'est apparemment dans ce secteur-là qu'ils étaient installés et que tous les matins, de très bonne heure, ils partaient avec un enthousiasme extraordinaire vers le Ramesséum, notamment pour aller faire tous les relevés du temple. Et lorsque Jollois et de Villiers sont venus ici, il y a eu là un travail qui a été surtout d'abord un travail d'identification. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que Champollion va reprendre pratiquement toutes les notes de Jollois et de Villiers, et il va essayer de voir si, au fond, il y a réalité dans ce qu'ils avaient avancé. Et la conclusion de Champollion, c'est qu'au fond, Jollois et de Villiers avaient parfaitement vu que ce fameux tombeau d'Ozymandias, eh bien, c'était l'endroit où il se trouvait, c'était ce que Champollion va appeler, à partir de 1829, le Ramesséum de Thèbes. Il faut savoir que pendant un très longtemps, on a pensé que ce colosse de Ramsès II était tombé à la suite d'un tremblement de terre. Il semble bien que cette saignée que l'on voit traverser le visage de Ramsès serait plutôt en rapport avec une action humaine. Il semble que ce colosse aurait été abattu. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé d'entreprendre des courses longues et pénibles dans le seul but de découvrir de nouveaux monuments? Combien de fois, emportés par cette passion, n'avons-nous pas parcouru les plaines de Thèbes au risque d'y être assassinés par les Arabes? Un jour, nous n'avons eu que le temps de nous mettre à l'abri sous les magasins voûtés du temple. Environ 300 mamelouks passèrent ainsi sans nous voir. À l'époque de la levée des impôts, les habitants de Gourna se cachaient dans les grottes avoisinantes. C'est là que l'illustre général de Zay fut assailli à coups de pierre. Et aujourd'hui, Gourna est un ensemble architectural menacé, paraît-il? Gourna, oui, parce qu'il y a sur cette montagne quand même un ensemble maintenant qui est assez impressionnant et qui risque de nuire aux tombes qui sont à proximité de ces maisons.
Dans ce village, bon, il y a quand même des problèmes qui concernent notamment l'évacuation des eaux usées, qui finissent par s'infiltrer et nuisent surtout à la conservation des sépultures pharaoniques. C'est pour ça que l'UNESCO cherche à sauver ce village, ainsi que les sépultures que couvre la montagne thébaine, dont la cime évoque une pyramide. Pendant ces séjours à Thèbes, nous avons aussi exploré et levé les plans de la vallée des tombeaux des anciens rois d'Égypte, et ce, malgré les invectives de Girard. Je pénètre à mon tour dans la tombe de Ramsès III. Pas tout à fait par hasard. Je sais que je vais y retrouver les traces de Jollois et Villiers. En effet, ils n'ont pas résisté à la tentation stupide de graver leurs noms sur les murs. Dans celle de Ramsès VI, les paroles de Jean-Pierre Corteggiani me reviennent en mémoire. Le mot répère, qui est le nom du scarabée, permet d'écrire le verbe devenir. Ce qui est en devenir, ce qui est en transformation. Donc le soleil qui sort le matin, qui est poussé donc par le scarabée, c'est le soleil jeune. C'est le soleil du matin, donc répris. Ensuite, il y a Ré, le soleil étale qui écrase le pays. Et puis tout ça, ça continue. Et le soir, on arrive à Atum. Donc le Atum, c'est le dieu, le soleil vieux, le soleil du soir. Et le soleil du soir, ben, il meurt. Il est avalé par la voûte céleste, la déesse Nout, qui l'avale et qui l'enfante tous les matins. Et si vous allez dans les tombes royales, vous voyez ça sur 3 registres. On voit la barque du soleil qui se déplace et de chaque côté, ce qui se passe. Alors, il y a un monde infernal bourré. Il y a une imagerie absolument fantastique de tous les côtés, d'êtres bizarres, de gens dont on a coupé les têtes, de serpents qu'on ligote, et puis le fameux Apopis, qui est l'incarnation, la manifestation des forces du chaos. Ces oiseaux à tête d'homme s'appellent des bats. J'ai appris qu'ils représentent l'âme du mort. Dans la croyance égyptienne, l'âme retrouve en effet son individualité pour survoler à nouveau les lieux où se plaisait le défunt. La tombe de Ramose, eh bien, voyez-vous, c'est peut-être un des rares moments où on peut rentrer dans un salon de la bonne société égyptienne. Parce que dans la tombe de Ramose, nous avons Monsieur Ramose, bien évidemment, était vizir, un personnage important, et sur cette paroi, nous avons tous les hauts personnages de l'État qui entourent le roi. Mais nous savons que ces personnages ne vivaient pas à Thèbes. De toute façon, le monde des morts est un monde de l'imaginaire. Donc autant rassembler dans sa tombe tous les gens qu'on a connus et de faire cette espèce de banquet imaginaire où vous avez peut-être des gens qui étaient déjà morts au moment où ils sont représentés. C'est pour ça qu'il y a une sorte de deuxième degré de rêverie quand on visite cette tombe que nous pouvons avoir puisque nous lisons les hiéroglyphes, mais que les savants de la description ne pouvaient pas voir. Le hasard, autant que la recherche systématique de toutes les grottes qui pouvaient se trouver dans cette portion de la montagne libyque, nous a fait découvrir cette tombe jusqu'alors inconnue. À mon tour, j'ai la chance de pénétrer dans ce tombeau, encore interdit au public. La fournaise de la vallée des rois est derrière moi. Peu à peu, je sens monter une forte odeur de chauve-souris. Je ne me suis jamais senti aussi proche de Villiers. Depuis son passage, les têtes d'Aménophis III ont carrément été découpées. Je marche sur les pas des pilleurs de tombes, mais moi, je ne dérobe ces fresques qu'à l'obscurité. Villiers, comme moi,
avons retrouvé le couvercle du sarcophage, mais le sarcophage lui-même avait disparu. C'est peut-être notre voleur qui sort de la vallée des rois sous le regard réprobateur des colosses de Memnon. Durant l'Antiquité, on identifiait ces statues avec un prince éthiopien appelé Memnon. En fait, il s'agit encore de ce même Aménophis III dont je viens de voir la tombe. Villiers l'a dessiné tel qu'il l'imaginait du temps de son règne. Pour en donner l'échelle, il s'est même esquissé sur le pied de la statue. On a longtemps raconté que l'un des colosses gémissait à l'aube. C'était Memnon qui saluait sa mère, la déesse de l'aurore. En réalité, c'est le changement de température qui faisait craquer les fissures. Les deux colosses se dressent toujours à l'entrée du temple d'Aménophis III, dont il ne reste rien. Ces sentinelles gigantesques marquent l'entrée de la nécropole thébaine, où pharaons et courtisans venaient, comme il le disait, s'unir à l'éternité. Nous sommes à Thèbes ouest, là où le soleil se couche. Cela fait 1 an que Villiers s'est engagé auprès de Bonaparte dans la campagne d'Égypte. Pour ce jeune polytechnicien, les événements se bousculent. Le destin des Français se joue de nouveau à Aboukir, sur les lieux mêmes où ils avaient essuyé une terrible défaite navale. Voici ce que je lis dans le journal de Villiers. Le résultat de la bataille devenait bien incertain quand une grande foule de Turcs sortit des retranchements pour aller couper la tête des morts et des blessés. Murat saisit l'instant favorable, chargea avec la cavalerie cette multitude et, profitant du désarroi, repoussa l'ennemi jusqu'à la mer. L'armée ottomane périt alors en quelques heures. Les navires turcs étaient trop loin pour envoyer des embarcations. Tout ce qui ne fut pas massacré se noya misérablement. Les Turcs perdirent au moins 13 000 hommes. La cavalerie française prit ce jour-là une éclatante revanche du rôle assez effacé qu'elle avait eu jusqu'alors en Égypte. Un Aboukir, si je puis dire, efface l'autre Aboukir. Bonaparte peut se permettre à ce moment-là de quitter l'Égypte. À la nouvelle de ce départ, que beaucoup qualifièrent de fuite, l'émotion parmi nos compatriotes avait été fort grande. Mais son coup d'État du 18 Brumaire et la prise de pouvoir qui s'ensuivit leur redonna quelque espoir. N'anticipons pas. Pour le moment, Jollois et Villiers ignorent tout du départ du général en chef. Et pour cause, ils s'émerveillent devant le temple de Luxor. Le dessin d'ingénieur à cette époque-là, ils apparaissent réellement avec Jollois et de Villiers, et je dirais ça un détail. Les échelles en description de l'Égypte sont formidables, parce que vous avez les échelles en mètres, mais dans certains documents, vous avez les échelles en pieds, en toises, etc. Ce sont vraiment des dessins qui sont destinés à un lecteur qui n'est pas un lecteur passif. Donc pour moi, le dessin d'ingénieur, c'est ça. Dans le pylône, nous remarquons de singulières cavités surmontées de petites ouvertures carrées placées 2 par 2 de chaque côté de la porte. Notre curiosité était vivement excitée quand Castex nous montra un bas-relief à l'intérieur du temple. Ces excavations servaient à maintenir de grands mâts que l'on ne dressait que dans des circonstances particulières et certains jours de fête. L'obélisque est lié très souvent à une symbolique funéraire dans notre monde, mais d'un autre côté, nous savons que c'était probablement un objet solaire. Champollion n'a que 8 ans au début de l'expédition, et n'en fait donc pas partie. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'il livrera la clé des hiéroglyphes. Pour remercier la France, Mehemet Ali, le nouvel homme fort de l'Égypte, offrira les 2 obélisques de Luxor, dont celui qui trône aujourd'hui place de la Concorde. Comment rapporter à Paris un tel cadeau? C'est le polytechnicien Lebas qui fut chargé de cette entreprise. Après 6 ans d'efforts et de péripéties, il déclara « Ce n'est pas moi qui rapportera le second ». Ce dernier est resté la propriété de la France jusqu'à ce que François Mitterrand le rende officiellement à l'Égypte.
Il émane de ces vieilles pierres un sentiment de tranquillité. Il y a des moments où on a envie de dire de grandes choses, et tant pis pour l'emphase. Je crois qu'on est tous saisis d'admiration devant le spectacle de ce temple qui semble appartenir à l'éternité. Du Tertre n'était pas homme à perdre la tête. Je ne sais par quelle malice, la même statue de Ramsès II a aujourd'hui retrouvé la sienne. Petit clin d'œil, je complète le dessin de ce formidable reporter qu'était Du Tertre. En lisant leurs écrits sur Karnak, je comprends que Villiers et Jollois se sont trompés et ont pris certains temples pour des palais. Confusion naturelle parce qu'ils avaient en tête la vision de l'Égypte des écrivains classiques. Et pour eux, la religion égyptienne, c'est pas bien, c'est sombre. Il y a des animaux sacrés, mon Dieu, quelle horreur. Et de sorte qu'ils vont avoir la réaction que tout ce qui est fermé, obscur, c'est un temple. Tout ce qui est ouvert avec des statues du roi à l'avant, c'est un palais. Et à l'entrée du palais, ils voient un édifice un peu plus petit, les plafonds sont conservés, les salles sont obscures, c'est un temple. Rentrant dans Karnak, ils voient cette immense salle hypostyle, ils voient ces monuments énormes avec des statues partout, c'est un palais. En fait, Karnak n'est qu'une suite de temples. Les palais se trouvaient ailleurs. Sur les bas-reliefs, les exploits des pharaons se mêlent à ceux des dieux. Le dieu Mine est appelé le taureau. Il a un bras levé, il tient une sorte de fouet, on ne sait pas très bien ce que c'est, à vrai dire, et il a un sexe en érection, je dirais, d'une capacité tout à fait remarquable. Il appelle le taureau de sa propre mère. Alors pour nous, c'est incompréhensible. Donc il est à la fois son propre père. La force qui a engendré le dieu Mine est le dieu Mine lui-même. Jollois et De Villiers ont été pratiquement les créateurs, je dirais, de la recherche archéologique en Haute-Égypte. J'ai beaucoup d'admiration en tant qu'archéologue parce que j'ai eu l'occasion de retravailler sur un des monuments qu'ils ont étudiés. Les dimensions collent au centimètre près. C'est absolument formidable, et d'autant plus qu'ils travaillaient contre l'assentiment du terrible Girard, qui était un vieux, il avait, je crois, 33 ans, vous vous rendez compte. Le 5 Brumaire, nous sommes rentrés au Caire, heureux de retrouver nos chambres dans les dépendances de l'Institut. Entre-temps, Kléber était devenu notre nouveau commandant en chef. Malgré ses premières réticences, il avait accepté d'entrer à l'Institut d'Égypte dans la classe des arts. Il a été le premier à vouloir réunir nos travaux et ceux de nos camarades dans un même ouvrage. C'est ainsi qu'est née la description de l'Égypte. Autant Bonaparte avait imposé à l'Égypte une figure de commandant en chef d'une orgueilleuse simplicité, si on peut dire, autant Kléber d'emblée pose au grand chef à la musulmane. Kléber affirme d'autant plus l'extérieur de sa puissance qu'il ne croit pas du tout à l'avenir de la colonie d'Égypte et qu'à peine installé au commandement, il va préparer les conditions d'une retraite honorable. Côté savant, Nicolas-Jacques Conté est devenu le personnage clé de l'expédition. De son œil unique, il a perdu l'autre au cours d'une expérience, il observe et dessine ces artisans dont il se sent proche, tous ces petits métiers qui survivent encore aujourd'hui dans les villes égyptiennes. Conté a toutes les sciences dans la tête et tous les arts dans la main, disait Monge. Pendant la Révolution, il a inventé le crayon qui porte son nom. Puis il fabrique des ballons afin d'observer les mouvements de l'ennemi. Conté va, à la demande de Bonaparte, faire 2 ascensions de montgolfières simplement. Bonaparte espérait impressionner les Égyptiens, ça a été un flop complet. C'est un personnage qui a fait une centaine d'inventions, à peu près, dont cette machine à graver, qui justement a été faite pour la réalisation de la description de l'Égypte. Conté est un inventeur de génie, mais il ne peut pas lier tous les manques de l'armée d'Orient. Les femmes sont rares, sont très rares. Dans cette armée de 36 000 hommes, il n'y en a que
quelques 300 peut-être. 300 femmes très courtisées, raconte l'imprimeur Galland à son ami Nectou, lorsqu'il croise des Français sur la place Esbéquier, à pied ou comme ici sur l'eau, au moment de la crue du Nil. À quelques exceptions, dit-il, elles sont passablement laides, mais elles sont si peu nombreuses qu'il leur suffit de porter une coiffe pour recevoir des hommages. Il est vrai que les Égyptiennes sont ardentes et libidineuses, mais elles ne connaissent pas tous ces jolis petits riens qui multiplient les jouissances. Et le harem ? Beaucoup d'histoires courent à propos du harem. En fait, ce qui est certain, c'est que les Français n'ont pas vu beaucoup de harem, à part des gens comme Desgenette, qui est médecin, à part Comté, qui a été invité par un cheikh à visiter son harem et à voir ses femmes. Dit-on sans voile? Enfin, qui se sont dévoilés à sa présence. Finalement, les soldats retiendront les Almés, ces danseuses publiques aux charmes envoûtants. Geoffroy Saint-Hilaire, quant à lui, semble avoir trouvé une solution. Je vis ici fort paisiblement, m'occupant tour à tour d'histoire naturelle et de ma petite famille noire à laquelle j'ai momentanément transporté ma tendresse. 2 mois après mon retour, je reçus un nouvel ordre de mission, celui d'effectuer la reconnaissance de la route qui va du Caire à Suez par la vallée de l'Égarement. J'enlevais le plan en suivant la marche de la caravane. Je relevais les angles au moyen de la boussole et je mesurais la distance par le temps que les chameaux mettaient à parcourir la route entre 2 stations. Régulièrement, la caravane s'arrêtait. Les bédouins qui m'accompagnaient mesuraient l'heure de la prière à la longueur de leur ombre sur le sable du désert. Villiers innove, il invente, il remarque que le pas du dromadaire, c'est-à-dire le vaisseau du désert, est très régulier et que donc c'est une espèce de battement d'horloge et que le pas du dromadaire a une certaine distance et ainsi il arrive, en comptant simplement les pas des dromadaires, à mesurer la vallée de l'Égarement. À Suez, une surprise pour le moins désagréable m'attendait. Le général Boyer, commandant du régiment des dromadaires, voulut faire une reconnaissance à travers l'isthme. J'offris de l'accompagner. Avec 25 soldats de ce régiment, nous partîmes de Suez. Très vite, nos éclaireurs découvrirent un couple d'Arabes et leur fils de 20 ans. Le général Boyer questionna les 2 hommes en les criblant de coups de cravache, tandis que les soldats faisaient subir à la pauvre femme les traitements les plus ignobles. Je me suis toujours reproché de n'être pas intervenu. Écœuré, je rentrai au Caire. Le général Kléber, lui au moins, s'employait à régler la situation afin de nous faire regagner la France. Kléber et Sidney Smith entament une négociation qu'on appelle la Convention d'El Arish, qui consiste donc à obtenir l'évacuation de l'armée française d'Égypte avec les honneurs de la guerre et sa possibilité, dès son retour sur le continent européen, de reprendre les armes. Alors quand les gouvernements européens apprennent qu'une armée française complète va revenir sur le continent européen au printemps, c'est la panique. Donc on donne l'ordre à Sidney Smith de s'opposer au départ de l'armée française. Kléber, face au revirement des Anglais, montre comme à son habitude qu'il est un grand général et termine ainsi sa proclamation. Soldats, on ne répond à de telles insolences que par des victoires. La rupture du traité d'El Arish va nécessiter une nouvelle conquête de l'Égypte. Elle débute par la bataille d'Héliopolis et continue avec la seconde révolte du Caire. Car durant les combats, des troupes ottomanes s'y sont réfugiées. Après plusieurs semaines, et en ayant perdu plus de 900 hommes, notre armée reprend enfin le Caire. 2 mois plus tard, le 25 impérial, Kléber est assassiné de 4 coups de couteau. Coup du sort, le même jour, le général Dezay, l'un de nos plus brillants officiers, est foudroyé d'une balle en plein cœur à la bataille de Marengo que remporte Bonaparte en Autriche. Kléber est assassiné par un Syrien. Les Français, qui étaient probablement respectueux des coutumes locales, ont décidé d'empaler en public l'assassin. Kléber a été enterré en grande pompe, d'abord en Égypte, et puis ensuite sa dépouille mortelle est ramenée en France. Menou a fait un mariage égyptien, croyant servir cette politique indigène qu'il va défendre jusqu'au bout. Il a accepté même de se convertir à l'islam
et il va signer désormais Abdallah Jacques Menou. Il en fait beaucoup, il en fait même un peu trop, puisqu'il va avoir un petit garçon de cette femme égyptienne, et à ce petit garçon, il a la malencontreuse idée de donner le prénom de l'assassin de Kléber. Menou ne va pas améliorer le moral des Français. C'est un mauvais chef et il multiplie les erreurs. Tous souhaitent ardemment rentrer en France. Mais ce départ est sans cesse repoussé. Sur terre ou à bord de l'Oiseau, l'attente est interminable. Je peux comprendre que l'ambiance d'Alexandrie a renforcé ce spleen qui a fini par gagner tout le monde. Quand en 1801, les Anglais et les Ottomans débarquent, c'est qu'il n'a pas du tout la vitesse et la promptitude de Bonaparte au moment de la bataille terrestre de Beaucaire. Il disperse ses forces. Finalement, on rassemble des troupes à Canopes, sur l'embouchure du Nil. Et là, il donne des ordres ineptes, c'est-à-dire un massacre de l'armée française. La capitulation signée, les Anglais voulurent confisquer tous nos travaux et nos collections. Ils se contentèrent de nous prendre la pierre de Rosette, des sarcophages et d'autres antiquités. Il est vrai que Geoffroy Saint-Hilaire s'était interposé avec véhémence en disant « Nous brûlerons nous-mêmes nos richesses. Vous aurez de nouveau brûlé une bibliothèque d'Alexandrie. » Lorsque j'étais au pont, j'ai retrouvé cette lettre de Villiers qu'il a écrite peu avant de rentrer en France. J'ai oublié tout intérêt personnel dans cette aventure. Mais dois-je être la victime de mon dévouement ? Et pourquoi avoir passé les plus belles années de ma vie à 800 lieues de mon pays au service de la République ? La réponse à cette question, avant que Villiers ne quitte définitivement l'Égypte, le 5 Vendémiaire de l'an 10, autant qu'il nous en souvienne, c'est le bilan de cette aventure sans précédent. Les Français ont passé 36 mois en Égypte, ils ont perdu 13 500 hommes. Militairement, c'est un échec. Sur le plan politique, c'est plus nuancé. On a envoyé Bonaparte en Égypte, il a fait en quelque sorte son expérience de chef d'État, et c'est Napoléon qui revient en France prendre le pouvoir. Sur le plan scientifique, évidemment, le bilan est colossal. C'est cette fameuse description de l'Égypte en 20 volumes, cette œuvre monumentale dans laquelle les Français vont étudier l'Égypte ancienne sous tous ses angles, l'Égypte moderne, qui vont étudier en véritables ethnologues, les mœurs égyptiennes, les maladies, tout, la population, et puis l'histoire naturelle de l'Égypte, la faune, la flore, les minéraux. Cette description de l'Égypte est aussi irremplaçable pour étudier certains monuments anciens qu'on a si bien dessinés dans la description et qui ont disparu depuis. La description de l'Égypte, c'est un titre très honnête. Cela veut dire un ouvrage qui prend l'Égypte comme objet. Or, le genre descriptif, c'est le contraire du dialogue. Donc, les Égyptiens n'avaient pas leur place dans le contrat de lecture. Quand les Français quittent l'Égypte, eh bien, ils la laissent à peu près comme ils l'avaient trouvée. Il n'y a rien de changé en Égypte. Il n'y a rien de changé, mais c'est une bombe à retardement, cette expédition. Pourquoi ? Parce que les Français ont détruit le système politique égyptien. Ils ont détruit le pouvoir des Mamelouks. Ils ont ouvert la voie à l'homme fort de l'Égypte, Méhémet Ali, qui sera le fondateur de l'Égypte moderne, qui va prendre le pouvoir et qui va faire appel aux ennemis de la veille. Le passage de Bonaparte en Égypte a été